On s'intéresse ici à un paysage à toute petite échelle et puis à des déformations à très grande échelle qu'on appelle le flambage lithosphérique. Donc commençons par un petit peu de géographie. Donc ici j'ai repris la carte de France au millionième, mais je l'ai moulée sur le relief. Donc en fait ça c'est quelque chose que vous pouvez faire avec Google Earth. Il suffit de choisir la carte géologique et de rajouter le relief. Et comme ça si vous avez du mal à voir en 3 dimensions, en fait ça peut beaucoup vous aider. Et donc on repère qu'il y a des côtes ici et là. Et donc je vous demande avec vos connaissances de géographie de nommer et d'expliquer l'origine de ces côtes. Mettez la vidéo en pause, prenez le temps de réfléchir avant de passer à la diapositive suivante. Donc j'espère que vous aurez reconnu le motif caractéristique des cuestas qu'on ne voit que dans l'est de la France à cause des problèmes de dureté des terrains. Donc ces côtes, elles sont dues au fait qu'on n'a pas un pendage horizontal, mais qu'on a un pendage aux environs de 45 degrés à peu près, et surtout que les différentes strates à l'intérieur du Jurassique ont des duretés différentes. En fait, ce sont les proportions de marne et de calcaire qui diffèrent. Plus vous avez du calcaire à grains fins, plus vous avez des roches qui vont résister à l'érosion et qui vont former ce coteau. Et au contraire, quand vous avez une dominante de marne, donc avec beaucoup de minéraux argileux, ça s'altère facilement, ça forme tout de suite des argiles un petit peu boueuses qui glissent et ça fait des pentes très douces que l'on a ici. Donc on alterne des strates calcaires dures et puis au contraire des strates plus douces. D'où le fait qu'on n'a pas la même exposition au soleil et que selon qu'on est à l'Adret ou à l'Ubac, on va avoir des cultures différentes. Mais là, c'est de la géographie. Je vous renvoie à vos cours de géographie. Vers la fin du cours sur les Alpes, je vous montrerai que les Alpes et les Pyrénées, parce que ce sont des chaînes de montagnes de collision, créent des déformations de la lithosphère et nous ferons ce schéma-là. Ici, on s'intéresse seulement à l'aspect bassin parisien et donc je vous demande de chercher à l'intérieur du bassin parisien des indices tendant à aller dans le sens du fait qu'il existerait des déformations du socle dans le bassin parisien qui sont en fait la conséquence de la formation des deux chaînes de montagnes récentes. Mettez la vidéo en pause et cherchez. Dans les déformations que l'on pouvait repérer, donc il y a cette grande faille, mais les failles c'est un peu superficiel, donc on ne pouvait pas prouver que c'était directement le socle. Par contre, je vous rappelle qu'on avait les isobates du Trias, donc le Trias, je vous rappelle, c'est ce qui est juste sur le socle. Et ici, on a dessiné quelque chose de continu, alors qu'en fait, par ici, il y a une forte discontinuité des isobates. Les isobates ne se rejoignent pas de chaque côté, donc en fait, on a des changements de profondeur et le socle lui-même est failli. Donc ça veut dire que le socle est déformé. Ici, c'est probablement une conséquence des Pyrénées. Et puis, on a ici,
on a déjà vu l'anticlinal du Bray. L'anticlinal du Bray, s'il y a un anticlinal, c'est forcément qu'il y a une déformation de la couverture sédimentaire, mais comme c'est aussi sur cette faille qu'on a pensé initialement être une faille sédimentaire, mais qui se continue en fait jusqu'au socle, qui recoupe tout, on a un anticlinal juste contre cette faille. Donc proposer que l'anticlinal du Bray soit juste un plissement de couverture, c'est pas impossible, mais peut-être qu'il y a aussi une déformation du socle qui est en dessous. Donc il n'est pas si tranquille que ça et il ne correspond pas tout à fait à ce modèle simple où le socle n'est jamais déformé et où la couverture sédimentaire n'est absolument jamais plissée. Mais c'est parce que nous étions dans une coupe est-ouest, nous avons juste un peu négligé quelques petites complications qui se produisaient par ici. Et on ne croisait pas le chemin de l'anticlinal du Bray. Donc ce que nous avons montré jusqu'à présent, c'est que le bassin parisien est bien un bassin intracratonique, puisque en allant chercher dans l'encart cyclalpin, on trouvait le Meaux, et donc on montrait que un petit peu partout, le Meaux est aux alentours de 35 km d'épaisseur, donc on est sur une croûte d'épaisseur constante, et donc on avait affaire tout simplement à une mer épicontinentale, donc une mer plutôt qu'un lac géant, ça c'est à cause des fossiles. On avait vu toujours dans cet encart, mais aussi sur la carte, qu'il y avait des indications de l'épaisseur des sédiments. Donc on pouvait le prendre aussi bien sur l'encart que sur la carte, avec 3000 mètres de sédiments, que ces dépôts étaient concentriques. Plus on allait vers le centre, plus les dépôts étaient non seulement récents, mais épais. Donc ça, on l'avait expliqué par une flexure, donc le fait que la lithosphère s'incurve un petit peu, ce qui crée une subsidence, et la subsidence la plus forte est au centre du bassin, donc pas loin de Paris. La sédimentation n'est pas complètement symétrique, ça on l'avait vu ici. Alors certains proposent que c'est parce que la zone de subsidence maximum se soit un petit peu déplacée, et aussi parce qu'on a des phénomènes de transgression-régression, donc avec des traits de côte, des littoraux. Et effectivement, si on a ici le littoral à l'époque du Trias, ils sont ici et là, on voit bien que le point de sédimentation maximum, qui est à peu près au milieu normalement des deux extrémités, il n'était pas là au moment du Trias, il était plus probablement quelque part par ici. Donc c'est pour ça qu'ils proposent que la zone de subsidence maximum se soit déplacée, parce que les transferts de chaleur ne se seraient pas toujours faits au même endroit, tout simplement parce que le manteau n'est pas aussi homogène que ce que nous avons fait dans les schémas. Néanmoins, ces schémas un peu simplistes vous permettent quand même de comprendre le principe, à savoir que cette subsidence, après un étirement tectonique, un réétalage tectonique, se fait par subsidence thermique. Et que tout ça se produit tout simplement parce qu'avant, il y avait une chaîne de montagnes. Et c'est parce qu'une chaîne de montagnes cesse de se former, donc les compressions ont disparu, que cette chaîne se démantèle, elle se réétale, donc ça c'est la première phase tectonique, mais comme ce réétalement ne concerne pas que la croûte, mais concerne toute la lithosphère, ça amincit aussi le manteau lithosphérique, ce qui amène forcément l'isotherme 1300 degrés à remonter, puisque par définition c'est la base du manteau lithosphérique. Étant plus proche, ça veut dire plus proche de la surface, ça veut dire qu'on a une anomalie thermique, donc la chaleur peut passer à travers toute cette croûte. Alors bien sûr, ça se dissipe très mal parce que les croûtes conduisent très mal la chaleur. Donc ça va se dissiper extrêmement lentement. Et tout doucement, on a du manteau le manteau lithosphérique se réépaissit parce qu'un manteau lithosphérique qui se refroidit, par définition, ça devient un manteau asténosphérique. Et lors de ce processus, tout doucement, on a une subsidence thermique, ce qui permet une sédimentation extrêmement longue. Je pense que vous l'aurez remarqué, on dispose de tout le secondaire, un Trias, Jurassique, Crétacé, mais aussi d'une bonne partie du tertiaire. Donc là, on est sur de la sédimentation extrêmement longue parce que le processus de dissipation de la chaleur est extrêmement lent.
La forme en auréole, elle est due au fait que, au démarrage, on a une forte subsidence parce qu'on a beaucoup de libération de chaleur, on est à l'anomalie maximum. Et puis tout doucement, on finit par ne plus avoir que la zone centrale qui est encore loin de l'équilibre. Les zones en périphérie ont atteint leur équilibre, donc ne font plus de subsidence. Donc ça amène une diminution progressive de l'espace disponible, ce qui fait que la sédimentation se réduit au fur et à mesure du temps jusqu'à ce que le bassin soit complètement comblé.